Dans un manuel scolaire, que pensez-vous de l'emploi de l'écriture inclusive dans le cas d'un manuel scolaire, comme ça a été fait récemment? Eh bien, j'estime que pour ce problème, comme pour d'autres, il faut faire preuve de souplesse et d'ouverture. En d'autres termes, si j'avais quelques pouvoirs politiques à l'Éducation nationale, je prônerais que les manuels scolaires dont les auteurs ont de bonnes raisons de vouloir employer l'écriture inclusive le fassent ouvertement sans la moindre contrainte, et qu'inversement, ceux qui ont des raisons de s'y opposer s'y opposent aussi. En d'autres termes, l'écriture inclusive, à mon avis, doit être tolérée mais pas imposée. A-t-il été jamais question de l'imposer, Françoise Vouillot? Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait préciser ce qu'on veut dire par écriture inclusive. Je suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Ça signifie qu'on met un point avant un E et un point après un E. Alors voilà, ça c'est très réducteur. Non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est le mec explication. C'est pas un point après un E. Françoise Vouillot, c'est une partie de l'écriture inclusive. Je vous propose s'il vous plaît qu'on laisse la parole à la spécialiste. C'est elle qui a rédigé le guide pratique. Non, je suis pas la spécialiste. L'une des... Je suis intéressé par le sujet et par ma fonction au Conseil, complètement impliqué dans cette affaire-là, bien entendu. On saute un peu du sujet de l'usage du masculin et du féminin dans la langue française en disant toutes et tous ou tous et toutes, les sénateurs et les sénatrices, etc. Ça, c'est une chose. Moi, j'appelle pas ça l'écriture inclusive. Ce qu'on a appelé l'écriture inclusive, et moi, j'ai du mal avec cette appellation parce que je voudrais dire que quand on inclut les femmes dans l'écriture, et on est bien dans l'écriture, hein, on est bien d'accord, ça veut dire qu'il y a un ensemble qui est historiquement constitué et que tout d'un coup, on va y inclure des éléments qui, jusqu'à maintenant, lui étaient relativement étrangers, voire inconnus, ce qui n'est pas quand même le cas des femmes. Ce qu'évoquait quand même Claude Agege à l'instant, c'est le point médian. Il faut y venir, parce que c'est ça qui voulais contextualiser quand même. Mm. Donc l'écriture dite inclusive, je préfère qu'on dise ainsi, consiste effectivement en cette proposition, mais qui n'est qu'une parmi plein d'autres. Je rappelle que le guide pour une communication publique, on n'a jamais parlé de la littérature, etc. La communication publique, il y a 10 recommandations. La question de l'usage du masculin et du féminin, c'est une des 10 recommandations. Et au sein de cette 3e recommandation, l'usage proposé du point pour marquer la terminaison masculine, enchanté et point E et S. Instituteur point trice. Oui, voilà, enfin, on dit professeur des écoles depuis longtemps. Mais... Et bim. Mais c'est une proposition. Si ça gêne d'utiliser ce point, si on nous explique typographiquement parlant, etc. D'ailleurs, le Premier ministre, si je puis me permettre aussi cette précision, le Premier ministre a fait il y a quelque temps une lettre, une circulaire à ses ministres et secrétaires d'État. Dans laquelle il s'oppose à l'emploi de l'écriture inclusive, dans le dernier paragraphe. Voilà, on a fait de cette lettre comme tout d'un coup une interdiction faite à utiliser le masculin, le féminin, etc. Ce qui est faux. C'est juste dans le... Non, il le dit, je l'ai, la lettre sous les yeux. Il y a 3 paragraphes où il dit qu'il faut user du masculin et du féminin. Mais il termine en disant, je vous déconseille l'emploi de l'écriture dite inclusive. Pour les textes devant être publiés au journal officiel. C'est quand même pas la majorité des Français et des Françaises qui ont ce type d'écriture à réaliser quotidiennement. Voici ce que nous écrit Julie, une auditrice via l'application France Inter. Je travaille dans l'édition. Je suis horrifiée face à l'écriture inclusive. C'est illisible. Le travail de relecture est pénible. On perd très rapidement le sens de la phrase. Daniel Salnave, êtes-vous du même avis? Je pense qu'en effet, si on en parle, il faut en parler à juste titre et à bon escient. S'il s'agit en effet de rendre visible dans des textes de candidature ou dans des textes publics la présence égale des femmes et des hommes, il faut trouver quelque chose. Est-ce la meilleure manière? Je ne sais pas. Il faut en trouver. Mais bien évidemment, personne de bon sens ne pourrait souhaiter que ça s'étende à l'ensemble de la langue, y compris à tous les textes que les enfants sont amenés à rédiger. Ils ont déjà beaucoup de mal à apprendre la grammaire et à apprendre à lire tout court. Je pense que là, en effet, mais je crains qu'on ait vraiment de façon déraisonnable étendu à l'ensemble, un peu comme quand on a considéré que l'école allait enseigner une théorie des genres, alors qu'il s'agissait de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. Il n'a jamais été question d'enseigner aux enfants qu'ils auraient le droit de choisir à l'âge de 12 ans. Papa, je préférerais être une fille. Bien, ma chérie. Mais dès demain, tu seras une fille. Il n'a jamais été question de ça. Je crois qu'on a étendu abusivement et certains en ont été prisonniers. Peut-être l'Académie, en réagissant par ce terme de péril mortel, n'a-t-elle pas en effet pris la mesure du fait que
des limitations allaient très vite. Vous regrettez ce terme? Non, je le regrette pas parce que c'était il y a quelques mois. Les choses bougent, les choses vont assez vite. Claude Agege. Si en effet l'écriture inclusive se limite à ce que vous venez de dire, moi je n'y vois pas d'inconvénient dans ce sens. Mais si c'est pour l'ensemble des textes, non. Claude Agege. Oui, il s'agit un peu dans le sillage de ce que dit Daniel, il s'agit de savoir de quoi l'on parle. S'il s'agit de rendre visibles les femmes, notamment dans leur candidature à diverses institutions et postes et entreprises, l'écriture inclusive est parfaitement légitime. Encore que celles ou ceux qui ne veulent pas s'en servir doivent être libres de ne pas le faire. En revanche, il y a 3 domaines dans lesquels l'écriture inclusive, je ne dirais pas devrait être bannie, mais ferait sourire parce qu'on n'en voit pas l'utilité. L'un, c'est la littérature. Il n'y a aucune raison que la littérature aussi bien passée qu'à venir, les écrivains du passé et ceux qui vont écrire, se fassent en écriture inclusive. Il n'y a absolument aucune raison. Le deuxième, c'est l'enseignement primaire. Il n'y a pas de raison qu'on l'enseigne en l'imposant aux enfants du primaire. Et le troisième, c'est l'enseignement du français aux étrangers. Il n'y a aucune raison non plus qu'on rende moins facile à lire, car c'est un petit peu moins facile à lire, les textes français aux gens qui veulent apprendre notre langue. En d'autres termes, c'est une question de cerner les problèmes. Il y a des domaines dans lesquels elle est pleinement justifiée, tout en n'étant pas obligatoire ni imposée de façon intolérante, et des domaines au contraire où elle est, sinon pas recommandée, en tout cas pas souhaitable. Aurore Vincenti, c'est illisible l'écriture inclusive? Écoutez, moi je l'utilise, je la pratique, mais avec parcimonie. Déjà, c'est tout nouveau, donc il faut en faire l'épreuve avant de pouvoir dire je rejette ou je la garde. En l'occurrence, je l'utilise souvent dans mes adresses. C'est-à-dire que quand j'écris un courrier ou un courriel à plusieurs personnes, je m'adresse à la fois aux femmes et aux hommes. Quand je veux parler de quelque chose que je veux spécifiquement nommer comme n'étant pas genré, et que je veux attirer l'attention sur le fait que justement il ne s'agit pas d'une histoire de femme ou d'homme, mais que ça concerne tout le monde et que je veux attirer le regard là-dessus, là j'utilise le point médian. L'accord de proximité, c'est souvent une question euphonique, d'oreille, d'harmonie. Quand il y a énormément de féminin dans une phrase, je ne vais pas accorder avec un masculin. Alors l'accord de proximité, c'est ce que disait à l'instant Daniel Salneuf, dans une pièce remplie de 99 femmes et d'un homme, il faut dire il au pluriel, c'est la règle de la grammaire. Le masculin l'emporte sur le féminin, Claude Agege. Excusez-moi, Claude Agege. Que le masculin l'emporte sur le féminin, il est évident que c'est le cas, sauf à quand même préciser, qu'est-ce qu'on entend par le masculin? Est-ce qu'on veut dire, parce que c'est le masculin qui l'emporte, ça veut dire le genre homme, c'est-à-dire le genre noble, comme le dit, voilà, c'est-à-dire le masculin au sens socio-genré du terme, et le masculin étant considéré comme cette forme qui n'est pas neutre, c'est pas neutre, mais étant la forme non marquée, c'est la grande discussion qu'on aura. J'avoue que je ne sais pas comment sortir de cette difficulté-là. C'est bien que si j'ai 25 étudiants plus un étudiant, je ne dirais jamais êtes-vous tous prêts à, je dirais, êtes-vous prêts et les filles, êtes-vous prêtes? Je le dirais, je le dédoublerais. Je le dirais pas en écriture inclusive Claude parce que Agege. tout haut, je peux pas le dire en écriture inclusive. Claude Agege. Bon, il y a 2 choses distinctes. L'accord de proximité ou l'accord au masculin dominant. Je précise, excusez-moi rapidement, l'accord de proximité, c'est vraiment ce qui consiste à dire les hommes et les femmes sont belles. Bon, alors je précise, non, pas du tout. C'est pas seulement ça, il faut préciser, il faut pas tout mélanger. Nous avons premièrement les groupes dans lesquels il y a 2 noms coordonnés plus un adjectif. Exemple, le cœur et la bouche ouverts ou ouvertes. Ça, c'est un point. Et il y a des groupes dans lesquels on a un nom plus un autre nom, un verbe être et un adjectif. Les hommes et les femmes sont belles ou beaux. Dans le premier cas, l'accord par proximité, c'est-à-dire le cœur et la bouche ouverte, ou la bouche et le cœur ouverts, est parfaitement légitime. Accordé avec le masculin s'il précède immédiatement, ou avec le féminin si c'est lui qui précède immédiatement, est parfaitement légitime. C'est plus difficile dans le cas d'un verbe être, qui est le prédicat de la phrase, et d'un adjectif prédicatif. Dans ce cas, si l'on dit « les hommes et les femmes sont belles », du fait de la proximité de femmes, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un groupe N plus N, adjectif, certains vont se demander ce que ça signifie. Si on dit les hommes et les femmes sont beaux, le masculin dominant prétendument genre non marqué est choquant, même pour des hommes machistes. En d'autres termes, en ce qui me concerne, je proposerais, c'est une façon peut-être d'éluder la difficulté, d'éviter ces cas et de dire les hommes et les femmes ont la beauté, sont pleins de beauté. La stratégie de l'évitement. Mais c'est évident. Les hommes et les femmes sont beaux ou belles. Pourquoi diable s'engager dans un problème qui va susciter d'innombrables débats? Voilà qui fait réagir Françoise Bouillot. Allez-y, terminez. L'accord par proximité est légitime. Le cœur et la bouche ouverte, la bouche et le cœur ouverts, ça ne choquera pas. Dans le cas de les hommes et les femmes sont beaux, moi, quand j'écris, je me permets de me citer moi-même, il est bien évident que j'évite de me mettre dans le cas d'avoir accordé d'une façon ou d'une autre. Je remplacerai beau par avoir de la beauté, doué de beauté, ou autre formule échappatoire. Françoise Bouillot.
Oui, enfin, quand vous dites que les personnes ne sauront pas de quoi on parle, si on dit les hommes et les femmes sont belles, c'est un petit peu, sans doute, exagéré. J'ai pas dit qu'ils ne sauront pas de quoi on parle, c'est bizarre, simplement. Oui, enfin, c'est un peu exagéré, je trouve. Enfin, c'est mon opinion, en tout cas. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu cette masculinisation de la langue, comme le rappelait Daniel Salnave, c'est quand même des grammairiens un petit peu misogynes qui ont dit que la langue française devait refléter ce qu'il y avait de plus noble dans la société. Et ce qu'il y avait de plus noble, ce sont les hommes. C'est ce qu'ont dit Vaugelas et Bourg, en effet. Voilà. Sur le constat, vous semblez d'accord. Sur les solutions, à présent, c'est plus compliqué. Ces personnes ont bien compris quelle était quand même la puissance de la langue, qu'elle est porteuse, c'est quand même quelque chose de politique, la langue. Je voudrais juste dire une chose. Le guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe, qui est donc le guide qui a été produit par le Haut Conseil à l'égalité en novembre 2015. Le calendrier est intéressant là-dessus, en effet. Il y a plus d'une soixantaine d'institutions qui ont signé cette convention d'engagement pour une communication sans stéréotype de sexe. Après, on en est juste au point médian. On a quand même un petit peu rétréci la focale. Là. Une soixantaine d'organisations, dont l'Assemblée nationale, dont le Conseil économique, social et environnemental. Là, récemment, 16 organisations de jeunesse, la jeunesse ouvrière chrétienne, les jeunes s'engagent sur une communication sans stéréotype de sexe. Signé. C'est sorti, non, enfin pas tout le monde, on souhaiterait plus, mais ça n'a provoqué aucun débat. Personnellement, j'ai été invité nulle part là-dessus pendant 2 ans. Qu'est-ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres ? C'est le manuel scolaire. C'est le manuel scolaire, c'est-à-dire que dès que ça touche l'école, il y a, me semble-t-il, un certain groupe de personnes et d'organisations qui montent quand même un petit peu au créneau parce que tout d'un coup, à l'école, comme vous le disiez, la théorie du genre, et là maintenant, c'est l'écriture dite inclusive. Aurore Vincenti. Oui, et c'est sur ce sujet que je trouve qu'il faut revenir en termes de masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est à l'école le problème, c'est le fait que l'on puisse s'exprimer ainsi et dire, employer cette formule qu'on connaît tous puisqu'on a appris le français de cette façon, le masculin l'emporte sur le féminin. Le problème, c'est qu'il y a en effet, vous le disiez Madame Salnave, une confusion entre le genre des mots et le sexe des humains, voire leur genre au sens de gender à l'américaine. C'est vrai, mais ce n'est pas innocent. Nous avons les mêmes mots, masculins et féminins, pour parler de choses totalement différentes, qui recouvrent à la fois des stéréotypes, à la fois de la grammaire, toutes ces choses-là. Donc forcément, pour un enfant qui entend constamment, en plus d'entendre le fait que les garçons sont forts et les filles sont plus fragiles et qu'il faut les protéger, que le masculin l'emporte sur le féminin, eh bien, ce n'est pas du tout innocent, cela. Ça induit des comportements, ça induit des conceptions, ça induit même des croyances. Je prends quelque chose de... On pense à la langue qui est porteuse de sexisme, mais il y a autre chose également. Ce n'est pas tant qu'elle est sexiste en soi, parfois oui, mais il y a aussi des emplois sexistes de la langue. Quand on répète à une petite fille toute son enfance, « Oh, comme tu es jolie, tu vois comme tu as une belle robe », et qu'à son petit frère, quasiment du même âge, on lui dit « T'as vu comme t'es fort, t'es costaud, t'es un costaud, t'es un grand garçon, ça, c'était toi. » au 19e siècle, pas aujourd'hui. Mais bien sûr que ça existe toujours. Je vous conseille de fréquenter les écoles maternelles. Exactement. Eh bien, quand vous grandissez avec ça et qu'en plus à l'école, donc on renforce le fait que le masculin l'emporte sur le féminin, vous faites une confusion très très rapidement, très facilement. Je vous soumets, excusez-moi, la réaction d'un auditeur. Aurélien nous écrit ceci. L'enseignement primaire est tenu à 80% par des femmes. Elles n'enseignent pas du tout, dit-il, que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est vous qui l'inventez. Elles enseignent qu'on accorde avec le masculin parce qu'il fallait bien faire quelque chose. De ce fait, le masculin est neutre. Daniel Salnave. Alors, c'est certain que c'est sur la question du neutre, on pourra débattre très longtemps. Il est certain que le masculin l'emporte sur le féminin, disons que c'est la grammaire des années 50, c'est possible. Que ma mère, peut-être institutrice, l'enseignait sous cette forme. Professeur des écoles, s'il vous plaît. Ben, non, ma mère était institutrice, elle aurait voulu l'être jusqu'à sa mort. Elle n'aurait pas voulu être professeur des écoles.